territoires ultramarins, les structures accompagnées par France Active. Vous venez de l'entendre, la vidéo, la présentation, le webinaire sera enregistré étant donné qu'il y a plusieurs fuseaux horaires et les contraintes de chacun font que nous avons eu plusieurs demandes de participation avec l'incapacité de se libérer. Donc, on va enregistrer l'ensemble du webinaire. Donc, on va passer 2 heures ensemble. Le but étant de vous présenter France Active et pour cela, donc, nous accueillons Madame Léa Ponce qui est responsable développement Outre-mer au niveau de l'Association nationale, donc en direct de Paris, pour présenter France Active. Et ensuite, nous accueillerons différents porteurs de projets qui ont pu être financés par France Active, qui témoigneront, déjà qui présenteront leur structure, qui témoigneront aussi de l'accompagnement qu'ils ont eu via France Active. Donc, on verra qu'il y a un panel assez large de structures qui peuvent être accompagnées avec des secteurs d'activité très divers. Le support de présentation qui va être partagé vous sera adressé après la réunion de manière, et vous aurez donc les coordonnées aussi des différents référents sur vos territoires respectifs de manière à pouvoir prendre contact facilement si le lien n'est pas encore déjà établi. Et ensuite, n'hésitez pas à poser des questions. On va gérer l'animation à la fois sur le chat. On va vous partager une présentation. Je vais laisser du coup Madame Léa Ponce se présenter et en même temps vous partager cette présentation. Merci beaucoup et bon webinaire, pardon. Bonjour à tous. Alors, Magali, tu veux que je présente ou… Super, tu le lances. Bonjour à tous. Donc, je suis Léa Ponce, responsable du développement en Outre-mer à l'Association nationale France Active. Donc, je me connecte depuis Paris et je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde d'Outre-mer qui est connecté. C'est hyper agréable de voir une telle dynamique en faveur de l'ESS et surtout de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la finance solidaire. Donc, je vais vous présenter France Active dans un premier temps et ensuite, je vous présenterai un peu plus en détail le fonctionnement de la finance solidaire. Magali, si tu peux défiler, s'il te plaît. Encore. Du coup, donc France Active, c'est un mouvement associatif qui a été lancé il y a plus de 30 ans avec l'idée de redynamiser les territoires par l'emploi et l'économie sociale et solidaire. Comme vous pouvez le voir, France Active est présent partout en métropole avec 34 associations qui couvrent le territoire. Et en Outre-mer, nous sommes présents depuis de nombreuses années à La Réunion, en Martinique et à Saint-Martin. Et nous sommes également en cours d'implantation en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte. France Active, c'est au total plus de 2500 bénévoles sur l'ensemble de la France et 750 salariés. Nous, notre mission chez France Active, donc la mission de l'association, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés à chaque étape de la vie de leur entreprise, c'est-à-dire de la création, la reprise, le développement ou même la transformation, en proposant des financements adaptés et en les accompagnant, mais aussi en vous connectant avec les autres acteurs économiques et sociaux qui peuvent vous aider dans votre développement. Chez France Active, on a une particularité, c'est qu'on s'adresse en particulier aux structures dont le projet d'entreprise va au-delà du profit économique. Et c'est vraiment ce qui nous distingue, je pense, des autres réseaux. Nous, chez France Active, on s'adresse aux autres entrepreneurs engagés qui vont créer leur propre emploi, qui portent un projet social, qui travaillent dans l'insertion ou qui ont des projets dans la préservation de l'environnement, ou des projets avec une gouvernance démocratique, par exemple des coopératives. Donc vraiment, on s'adresse en particulier aux associations, aux coopératives, aux mutuelles, aux structures de l'ESS ou même aux entreprises, mais qui tendent vers les us. Donc, vous l'avez bien compris, en fait, nous, notre association se distingue là-dessus, c'est qu'on n'est pas un financeur comme les autres, on n'est pas un partenaire financier comme les autres, on va vraiment axer notre action et nos financements sur des projets qui vont avoir un impact local dans vos territoires. Slide suivante, s'il te plaît. France Active, nous, on propose 3 types de financement pour aider les projets engagés. Donc, on propose des garanties bancaires. On propose également parfois des aides d'urgence, comme des primes lors du Covid, et des financements, comme par exemple des prêts participatifs moyen-long terme ou même de l'investissement.
Et donc, c'est ce troisième volet que je vais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment une gamme très large d'accompagnement. Et donc, n'hésitez pas à contacter vos associations territoriales en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, etc. et à rencontrer vos conseillers parce que c'est eux qui vont pouvoir vous proposer les dispositifs les plus adaptés à votre projet. Donc, je vais vous faire un petit focus sur donc ce troisième volet qui est les prêts participatifs et donc les financements moyen-long terme de France Active, c'est-à-dire France Active Investissement. Donc, le président de France Active Investissement est en conseil d'administration. Il n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Il ne peut pas se connecter, mais il a un petit message pour vous. Donc, si Magali, tu arrives à cliquer sur Play, s'il te plaît. On a pris l'habitude de s'engager en consommant. On achète local, on achète vert, on essaye d'avoir des produits qui correspondent à ses valeurs. Ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui avec la finance solidaire, c'est qu'en plaçant son épargne, en choisissant d'investir dans des produits solidaires, on peut agir sur son quotidien, on peut s'engager, on peut transformer le monde en choisissant de financer des produits qui ont un fort impact social, des produits qui permettent d'encourager la solidarité. Et donc, de la même façon qu'on peut consommer vert, qu'on peut consommer plus solidaire, plus éthique, on peut aussi épargner plus solidaire, on peut épargner plus vert, on peut épargner de façon plus éthique, et on le fait tellement mieux en le faisant de façon solidaire. Merci Magali. Donc ça, c'était... Je la relance, merci. Donc ça, c'était le président de France Active Investissement, parce que chez France Active, on a plusieurs branches. On a une branche qui est vraiment dédiée à la garantie et une branche qui est dédiée à l'investissement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que France Active, on puisse vous proposer des prêts participatifs solidaires, derrière, il existe un mécanisme qu'on appelle l'épargne solidaire. Donc, vous avez des épargnants qui choisissent de placer leur épargne dans des placements solidaires. Puis, à partir de cette épargne, une partie est reversée à France Active, qui ensuite pourra vous proposer des prêts solidaires à des taux avantageux, c'est-à-dire généralement 2%. Ça, ce mécanisme que vous voyez à l'écran, c'est un mécanisme qui est né dans les années 80. L'idée a germé chez des militants et chez des gestionnaires qui, pour répondre à un double constat et qui ont identifié une problématique dans notre société, c'est qu'à la fois dans les années 80, il y avait une augmentation du chômage et donc des difficultés sociales. Et pourtant, les structures qui peuvent aider à résoudre ces problèmes, c'est-à-dire les associations, les structures d'insertion, les coopératives, souffrent d'un déficit de financement. Et donc, ils ont vraiment identifié ce problème, qu'à la fois, il y avait des problèmes sociaux à régler et à la fois, les structures les plus aptes à régler ces problèmes-là n'arrivaient pas à se financer. Et donc, les acteurs se sont mobilisés et sont partis de l'idée qu'ils souhaitaient collecter de l'épargne localement pour ensuite réutiliser l'argent et réinvestir localement. Et donc, c'est comme ça qu'émerge la finance solidaire. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, comment est collectée l'épargne solidaire? Donc, pour comprendre d'où vient cette épargne, ou si par hasard, parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent placer leur argent sur de l'épargne solidaire, il existe 3 moyens. Le premier moyen, c'est via votre entreprise. En France, il y a une loi qui impose à toutes les entreprises de plus de 50 salariés de proposer des plans d'épargne à leurs salariés et d'inclure dans ce plan d'épargne un produit solidaire. Les plus connus et souvent ce qu'on retrouve la plupart du temps, ce sont des produits d'épargne solidaire, Natixis ou Amundi. Et donc, ce canal, via les entreprises, ça représente 14 milliards d'euros à lui tout seul. La deuxième solution, c'est de passer par votre banque ou par votre assurance. Toujours depuis la loi Pacte, il y a une obligation de proposer des produits solidaires dans tous les nouveaux contrats d'assurance vie. Donc, tous les acteurs de l'assurance peuvent vous le proposer.
Vous avez par exemple des contrats d'assurance vie solidaire à la Maïf ou des placements FCP à la BNP. Et enfin, le dernier canal, c'est un canal qui est direct, et donc c'est un canal un peu plus militant, qui correspond plus à du crowdfunding ou de l'investissement en direct. Et là, ce sont des structures donc solidaires, qui font des émissions de titres, et les épargnants peuvent choisir de devenir sociétaires, ils peuvent souscrire à des parts sociales de ces structures, avec tout le risque que ça comporte. Donc, vous avez vraiment 3 manières de récupérer cette épargne solidaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, il existe un organisme qui s'appelle FAIR, qui avant s'appelait Finansol, qui recense tous les produits d'épargne solidaire et qui propose un label pour les identifier. Comme ça, vous savez que si vous placez votre argent sur ces produits, vous êtes assuré qu'ils vont servir à des produits et à des projets solidaires. Sur le site de FAIR, vous trouverez aussi tous les chiffres de l'épargne solidaire à l'échelle nationale. Donc vraiment, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez embarquer votre entreprise sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de Finansol FAIR. Donc que ce soit par votre assurance, par votre banque ou par votre entreprise, la plupart du temps, il s'agira de placements dans des fonds qu'on appelle 90-10. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, quand l'épargnant place son argent sur ce fonds, 90% va sur un fonds qu'on appelle ISR, donc investissement socialement responsable, et 10% viendront financer des projets solidaires. Et donc, c'est ces fameux 10% qui viennent abonder des structures comme France Active, mais pas que. Il existe également d'autres structures qui reçoivent ces 10%. Donc, il y a vraiment un mécanisme de placement d'argent et ensuite de répartition. Et c'est ces 10% que France Active peut recevoir. L'épargne solidaire, donc ces 10%-là, ça représente 5,1 milliards d'euros en 2021, ce qui monte le total des encours solidaires, c'est-à-dire à peu près le stock, à 24,5 milliards d'euros. C'est la prochaine slide, s'il te plaît, Magali. Et donc, ces sommes-là, qui sont quand même des sommes extrêmement importantes, ont permis de réaliser près de 700 millions de financements et de financer 1350 structures partout en France, de tous les statuts et de tous les types de maturité. Donc, il y a de la création, du développement, de la reprise. Vraiment, ça sert à financer tous les projets à partir du moment où il y a une vraie utilité sociale derrière. Prochaine slide, s'il te plaît. Pour faire un focus sur France Active uniquement, cette année, on devrait investir dans 400 entreprises et associations. Et sur les 5 dernières années, pour vous donner un ordre d'idée, on a investi dans 2000 structures, ce qui fait à peu près 55 000 emplois créés ou sauvegardés, soit à peu près 200 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur des sommes et sur des enveloppes qui sont importantes. Et ces enveloppes-là sont dédiées à financer des projets solidaires tels que vous pouvez les porter. Parce que je vois qu'il y a une 50aine d'inscrits. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont éligibles à ces financements et qui peuvent en bénéficier. Prochaine slide, s'il te plaît. Encore. Et du coup, donc, nous, notre rôle chez France Active, donc vous avez bien compris, il y a ce mécanisme de l'épargne solidaire, une partie est reversée à France Active, et donc ensuite, cette partie-là est reversée et investie dans des projets solidaires. Et nous, notre rôle, le premier rôle qu'on a, c'est bien sûr de développer France Active partout en Outre-mer et d'être au plus proche de vous, les porteurs de projets, pour vous permettre de bénéficier de ces dispositifs. Notre deuxième responsabilité, c'est aussi de s'assurer que les projets qu'on va financer sont viables économiquement, car c'est donc de l'argent de l'épargne et qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. Et donc, on doit s'assurer d'un minimum de viabilité économique des projets. Et enfin, notre troisième responsabilité chez France Active, c'est de rendre compte aux épargnants, c'est-à-dire de montrer que les projets dans lesquels on a investi, les projets qu'on a financés sont réellement solidaires et que donc ça va réellement participer au développement local du territoire. Donc parfois, vous allez le voir et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu avec vos conseillers dans les associations territoriales, parfois ça nous arrive de dire non à des projets
Si, par exemple, on voit que l'impact social est trop limité ou si, par exemple, le projet est trop risqué et qu'il y a un risque de ne pas être remboursé, on a l'obligation d'être un peu vigilant et donc, malheureusement, parfois, ça nous arrive de dire non. Mais la plupart du temps, grâce aux équipes et à l'expertise des conseillers, tout se passe bien. Et c'est vraiment ces conseillers-là qui vont pouvoir vous dire les montants qu'on va pouvoir vous prêter, dans quelles conditions, les durées de remboursement, etc. Donc, c'est vraiment auprès de vos conseillers qu'il faut aller pour en savoir plus et pour voir comment on peut vous aider. Et donc, ce sont ces conseillers qui vous rencontrent, qui font l'analyse financière et qui ensuite proposent vos projets au comité d'engagement. Donc, tout ça, on peut le faire grâce aux équipes sur place. Et c'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur les projets parce que les conseillers, ils sont obligés de venir challenger vos projets. C'est aussi pour ça qu'on vous demande souvent beaucoup de pièces justificatives. Ce n'est pas juste pour vous embêter, mais c'est parce qu'après, nous, on doit rendre compte et faire des reportings pour prouver que nos investissements ont bien servi localement à des projets. Prochaine slide, s'il te plaît. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet et voir comment vous, sur les territoires, et si vous avez un projet et que vous avez besoin de financement, comment nous, on peut vous aider. Donc, France Active, on vous propose ce qu'on appelle des prêts solidaires ou des prêts participatifs. Et donc, ce sont des prêts que France Active propose aux structures engagées, c'est-à-dire associations, coopératives, mutuelles et les entreprises qui tendent vers les US. C'est un financement qui peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros sur 5 à 7 ans avec un différé de 2 ans maximum et généralement un taux d'intérêt de 2%. Donc ça, c'est une présentation très globale, mais comme je viens de vous dire, en fait, tout dépend des territoires et il est possible qu'en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, les montants soient un peu différents, les durées de remboursement aussi. Donc, vraiment, le plus important, c'est de vous rendre dans votre association France Active locale, de rencontrer les conseillers et de voir ensuite comment on peut vous aider. Est-ce que, alors je suis désolée, je ne vois pas le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, je pense que le message le plus important aujourd'hui à comprendre sur ce mécanisme d'épargne solidaire, c'est de se dire que vous avez des personnes, donc des personnes de la société civile, qui font le choix délibéré de placer leur épargne dans des produits solidaires. Et c'est ces produits solidaires qui vont ensuite permettre de financer des projets dans les territoires ultramarins. Et donc, c'est vraiment une chance parce que ça permet d'obtenir des financements et ça permet à des structures comme les associations ou les coopératives de bénéficier de financements si jamais elles ont des difficultés pour trouver, par exemple, des financements bancaires. Donc, c'est réellement une chance qu'on a en France de pouvoir utiliser ce mécanisme. Et France Active, nous, on est un maillon de cette chaîne-là et j'espère qu'on pourra accompagner et financer de nombreux projets parmi vous et surtout répondre à toutes vos questions. J'en ai terminé pour ma partie. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous souhaitiez plus d'informations sur certains éléments? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc ça veut dire que tu as été très claire, Léa. J'espère que j'étais claire, c'est un peu technique, mais bon, j'ai essayé d'être le plus simple et pédagogique possible. Très bien, super. Ben, alors, j'ai quelqu'un qui a levé la main, donc je vais lui permettre de parler, de poser sa question avant qu'on continue. Oui, allez-y. Oui, est-ce que c'est bon pour le son? Bonjour. Oui, on vous entend, oui. Oui, bonjour, je suis Sabrina Fontaine. Merci, parce que je n'ai pas dit bonjour à tous, donc merci de faire ce webinaire très intéressant. J'avais une question justement, alors quand vous parliez les solutions de financement de France Active, donc les entreprises doivent avoir un agrément, parce que ce matin, j'étais à un atelier sur la Chambre régionale de l'économie solidaire. Est-ce que c'est le même jargon, hein? On parle du même jargon?
Alors, oui, Et c'est à peu près le même jargon. Vous êtes dans quel territoire? à La Réunion. À La Réunion, super. Alors, effectivement, c'est le même jargon, mais nous, chez France Active, on est un tout petit peu plus large et plus souple. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise commerciale, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle tende vers l'agrément ESUS. C'est-à-dire que même si à ce jour, vous n'avez pas l'agrément, il faut que vous puissiez nous montrer que dans vos statuts et dans votre activité, vous avez mis l'engagement social et sociétal au cœur de votre projet. Donc, on va vraiment regarder ça. Après, je vous invite bien sûr à demander l'agrément hein, si vous y avez droit. Mais Oui, je compte le faire, oui, effectivement. Parce que voilà, c'est un projet super. futur et ce serait un démarrage pour l'année prochaine. Mais effectivement, là, ça me parle beaucoup, justement, ce côté social et solidaire. Donc, et c'est complètement pertinent aujourd'hui. C'est Oui, incroyable. ouais, totalement. En tout cas, Ouais. félicitations hein, déjà de vous lancer sur l'agrément parce que je trouve que c'est un très bon fonctionnement et en fait, ça permet de montrer que vous êtes lancé dans une dynamique. Et donc, ça permet de prouver que le projet social est au cœur du projet. Donc, nous, ce qu'on demandera, c'est des éléments qui montrent ça. Par contre, on ne sera pas obligé d'attendre le tampon de l'agrément pour commencer à vous D'accord, aider. très bien. Ça, c'est un Alors, bon point. merci beaucoup. J'ai 3 questions pour toi, Léa. La première, tu as un peu déjà répondu, c'est de savoir est-ce que c'est uniquement les entreprises commerciales de l'ESS qui ont accès au financement de France Active? Donc voilà, Alors, cette les première. structures, oui, merci Raphaël. Les structures qui peuvent bénéficier des financements de France Active, ce sont toutes les structures de l'ESS, les associations, les coopératives, les mutuelles et les entreprises commerciales qui tendent vers l'agrément ESUS, c'est-à-dire qui peuvent nous prouver qu'elles ont mis l'engagement social et sociétal au cœur du projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit au cœur de ce que vous souhaitez faire. Donc, par exemple, de la RSE, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment aller à l'étape d'après. Mais donc, les entreprises commerciales peuvent aussi être éligibles. Merci. Alors, j'ai une autre question de Laurent. Je pense que ce sera plus quelqu'un de la Réunion, donc David, qui pourra répondre. Donc, il y a une question, on me demande en fait un peu les chiffres sur la Réunion, de savoir combien d'entreprises à la Réunion ont bénéficié de prêts participatifs et de financement France Active. Et si par hasard, on aurait les chiffres du nombre d'entreprises qui ont été agréées ESUS à la Réunion. David, es-tu là? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est Oui, bon. ok, très bien. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de questions. Pour vous dire, en 2021, on a pu accompagner sur le territoire 46 projets qui ont mobilisé en fait des financements solidaires. Ça se monte à 1,7 million à peu près d'investissement ici. Je ne sais plus les questions, excusez-moi, j'ai perdu le fil en cherchant mes données. Alors, la question, c'était de savoir est-ce que tu as le chiffre du nombre d'entreprises qui sont à peu près agréées ESUS sur la Réunion? Non, je suis désolé, très honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Ça a été un démarrage très lent avec l'agrément ESUS par les services de la dette ici, mais maintenant, je dirais que ça se démocratise un peu plus et ça avance très vite. Voilà, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit un frein, je dirais, à partir du moment où on respecte les critères de l'agrément. Ça va assez vite, je dirais, avec les services de la dette localement. Mais je n'ai pas le chiffre actuel, total. Merci pour la réponse quand même, David. Et puis, j'ai une question. Alors, à partir de quand on commence les remboursements? Donc, je pense que tu as précisé qu'on pouvait avoir un différé allant jusqu'à 2 ans. Donc, au bout des 2 ans, on commence à rembourser, sachant que n'oubliez pas que le prêt participatif, c'est un prêt qui a un taux. Et donc, vous commencez d'abord à rembourser, même s'il y a un différé, vous commencez à rembourser les intérêts de ce prêt. Donc, à ne pas négliger. Alors, on me demande les chiffres sur la Martinique. Donc, sur la Martinique, c'est une quinzaine de structures pour l'instant qui ont été financées sur des prêts participatifs. Par contre, je n'ai pas les chiffres
des entreprises agréées ESUS. Et alors, il y a une question qui a été posée concernant les associations. Est-ce qu'il y a une catégorie qui aurait droit au prêt et d'autres qui n'auraient pas droit au prêt? Donc, la réponse. Non, non, toutes les catégories ont droit au prêt. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas juste sur vous rentrez dans les cases, on vous finance, vous ne rentrez pas, on ne vous finance pas. Ce qui va se passer, c'est que c'est surtout le conseiller qui va vous rencontrer, qui va creuser votre projet, qui va voir si vraiment il y a un impact ou pas. Donc, ça passe beaucoup par l'échange, en fait, avec vos conseillers et avec les associations. Donc non, en tout cas, sur le papier, tous les secteurs d'activité sont éligibles à partir du moment où vous cherchez un impact. Alors, je précise quand même, pour compléter ta réponse, qu'il faut quand même que la structure ait une activité économique pour que nous, on intervienne. Ça, c'est hyper important puisque le prêt participatif, c'est bien un prêt, donc il est amené à être remboursé. Oui, oui, totalement. effectivement. Voilà, il y a quelqu'un qui pose la question sur 15 dossiers acceptés sont un total de combien? Ça dépend des années, hein. Donc, nous, on est dans le réseau depuis 2016. Donc, on a commencé les prêts en 2017. Donc, à peu près, c'est une quarantaine de dossiers qui ont été traités déjà. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai plus de questions. Donc, on peut passer à la suite. Donc, Et peut-être juste, Raphaël, pour terminer, je pense que l'objectif aussi de ce webinaire et la volonté qu'on avait avec Magali et avec toi, avec la Martinique, c'était de montrer que c'était possible. Et que donc ces financements, même si ça a l'air complexe, lointain et qu'on a l'impression que ce n'est pas pour nous, en fait, ils ont été créés pour vous, pour les structures de l'ESS. Donc vraiment, prenez en compte le fait que ces dispositifs sont pour vous, que vous pouvez les demander. Ensuite, on étudiera si c'est possible ou pas possible. Mais ne vous auto-censurez pas. On est là pour vous, en fait. alors justement, je propose qu'on passe au témoignage. Chose importante. Donc, on va démarrer avec Abel pour Tech Academy. Donc, Magali, je te laisse reprendre la main. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous aurons le témoignage, donc 4 témoignages. Deux structures gérées par Monsieur Adjach, donc que ce soit Alfred Réparation et le CFA numérique Outre-mer. On va proposer de séquencer, en fait, après chaque témoignage, de laisser un espace de questions-réponses aux porteurs de projet. Ensuite, nous aurons un témoignage de M. Utseri, donc qui représente Titan Récup, qui témoigne depuis La Réunion. Et enfin, Madame Jean-Louis, qui représente la crèche Touche à Tout sur la Guadeloupe. Donc, le but est vraiment que vous ne partiez pas avec des questions en suspens. Aussi, de créer du lien. Vous aurez sur la présentation les coordonnées pour faciliter, si jamais, parce que le but, c'est aussi de capitaliser sur les expériences de chacun. Donc, je remercie tout d'abord les participants qui prennent le temps de transmettre et d'assurer cette présentation. Donc, Monsieur Adjach, si vous nous entendez, je vous laisse. Alors, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. On prévoit une quinzaine de minutes de présentation présentation de la structure et de l'accompagnement par France Active. Et après, des questions-réponses pour essayer de répondre aux différentes interrogations des participants. Pas de souci. Je vous remercie déjà dans un premier temps de m'avoir invité, tout le board de France Active, que ce soit Magali, Raphaël et puis Léa, pour témoigner. C'est vrai que moi, je suis un gros client puisque j'ai 2 projets à présenter que France Active, du coup, a financé les 2 associations employeurs que je préside aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par me présenter, dire un petit peu d'où je viens, qui je suis, quel est mon parcours et puis comment j'en suis arrivé à monter 2 associations employeurs alors que je suis un commerçant pur de base. Donc, je me présente, Abel Adjach, j'ai 32 ans, je suis martiniquais. Comme beaucoup d'Antillais, j'ai fait mes études chez moi, donc jusqu'au lycée. Ensuite, je suis parti en école de commerce en métropole et j'ai terminé en Chine
dans la région du Guangdong, donc entre Hong Kong, Shenzhen et Canton. J'ai travaillé un petit moment là-bas, j'y suis resté un peu plus longtemps après et je faisais des allers-retours. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé, Jordan Chalonneau, qui est un Martiniquais aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je représente. Et du coup, notre aventure entrepreneuriale commence il y a à peu près maintenant 6 ou 7 ans. Et donc, on décide de rentrer en Martinique avec un premier projet entrepreneurial autour de la réparation des tablettes et des smartphones. Donc, on s'intègre dans des grandes surfaces, notamment des Darty, des But. La première structure cartonne, ça explose. Les chiffres sont très bons. Donc, on a un plan de développement sur toutes les îles et sur une quinzaine d'enseignes. Sauf que quand on a développé les 3 premières structures, on a eu un gros souci en matière de qualité de prestation de service. C'est-à-dire que j'avais un point de vente qui fonctionnait très bien et les 2 autres qui n'arrivaient pas à avoir la même qualité de service. Et quand j'allais dans un deuxième point, les 2 autres ne fonctionnaient pas. Dans le troisième, pareil. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait un souci en matière de compétences en interne. On n'arrivait pas à avoir des collaborateurs qui, une fois qu'on n'était pas là, pouvaient réparer, en tout cas intervenir correctement sur les appareils. Donc, on a fait des allers-retours en Chine pour pouvoir accompagner nos collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on a créé la première structure Tech Academy, qui est en fait une bribe de centre de formation au départ, sur laquelle on s'est fait accompagner par Pôle emploi pour pouvoir en fait aider nos collaborateurs à acquérir plus de compétences pour pouvoir du coup continuer notre prestation de service. Sauf que chemin faisant, on rencontre la direction territoriale de Pôle emploi et puis on commence aussi un petit peu à prendre goût à ce qu'on fait. Et en fait, ils nous disent, mais écoutez, ce que vous faites là, des allers-retours entre la Chine et la Martinique, pour pouvoir pallier au manque de compétences de vos salariés, c'est le souci que beaucoup d'entreprises peuvent rencontrer. Essayez de regarder quelque chose de plus global et non pas uniquement pour vos structures, mais peut-être pour différents acteurs. Et c'est comme ça que Tech Academy, timidement, au départ, commence à sortir une première action de formation pour des réparateurs. Et on se retrouve très rapidement à former, du coup, beaucoup de réparateurs, y compris nos concurrents. Ça, c'était assez sympathique. On était concurrents quelques mois auparavant et puis quelques mois après, je me retrouve à collaborer avec tout le monde et donc, du coup, avoir formé une petite 60aine de personnes, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Du coup, l'aventure, elle commence comme ça. On commence à se structurer. On se rend compte que des petites actions de formation, ça ne suffit pas. Et on se rend compte aussi qu'au fur et à mesure, on prend goût. On prend goût à cette nouvelle posture. On prend goût au fait d'avoir des interactions avec les personnes, de se poser des questions sur les problèmes de l'entreprise et d'y apporter des solutions via la formation. Donc, entre-temps, on sort une action de formation beaucoup plus importante, non plus de 60 heures, mais de plus de 1000 heures. Donc là, on est sur un titre professionnel avec une certification et on décide de monter une association employeur. Pourquoi ? Parce qu'on se rendait compte qu'en matière d'impact et en matière de posture, l'association nous permettait d'avoir justement une autre image, une approche différente au niveau des acteurs, qu'ils soient professionnels ou étatiques, mais aussi une démarche qui correspondait un peu plus à la thématique que nous, on souhaitait soulever, c'est-à-dire pallier au manque de compétences. Toujours sur une thématique qui nous tenait à cœur, qui était la réparation. Simplement, chemin faisant, on se rend compte que la réparation de smartphones et tablettes, c'est un secteur en plein boom, mais c'est un secteur sur lequel aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Et on s'est posé la question de se dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tombent en panne. Quels sont les secteurs, on va dire, les plus sinistrés, ceux sur lesquels on va avoir le plus de barrières et le moins d'acteurs et peut-être une demande plus importante? Parce que même si c'est une association, nous avons une vision business, nous avons des business plans, nous avons des charges, nous avons un numéro SIRET, donc nous fonctionnons comme une entreprise tout à fait normale. Et forcément, on se pose les bonnes questions pour pouvoir se positionner. Du coup, la réparation d'électroménager, vu qu'on était déjà implanté dans des structures d'électroménager, est rapidement venue sur la table. Donc, on s'est rendu compte que nos réparateurs de smartphones pouvaient aussi être des réparateurs d'électroménager. Donc, on a cogité un petit peu avec Jordan et on a co-construit une action de formation sur 8 mois avec Pôle emploi où on a formé des super réparateurs. Et en fait, en formant ces super réparateurs, quand on est arrivé, du coup, quand vous formez des personnes, vous avez différentes étapes au niveau de la formation. Vous avez une étape où vous faites de la pratique, donc de la mise en situation. Donc, on avait accès via nos partenaires But, Darty, à du matériel qui était endommagé.
et qu'il fallait du coup désosser, diagnostiquer et réparer. Et on s'est rendu compte que pendant des actions de formation, au début de la journée, on avait des machines qui étaient hors service. Et à la fin de la journée, alors qu'on avait toujours des étudiants, les machines étaient réparées et fonctionnelles. Donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment tout de suite sauté un peu à la figure. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment la possibilité de créer de la valeur sur cette chaîne-là, en tout cas sur le gros électroménager. Et on s'est vite rendu compte qu'en plus de ça, les gros acteurs aujourd'hui sur le market étaient un peu sinistrés au niveau du SAV. Ils vendaient énormément, mais n'avaient pas forcément la capacité derrière d'assumer la totalité des flux en SAV, ce qui créait d'énormes temps d'attente, voire même beaucoup de frustration chez des clients. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la formation, l'idée est venue de créer une structure qui, en plus d'avoir formé des personnes, pouvait les embaucher derrière pour directement proposer de la réparation à domicile ou proposer aussi de la vente d'électroménagers reconditionnés. Donc ça, c'est des thématiques qui sont traitées, qui ont le vent en poupe sur le territoire national et qui aussi sont en train d'émerger sur nos territoires un peu partout. Donc c'est top. On voit de plus en plus d'actions qui vont dans ce sens-là. Mais nous, aujourd'hui, donc on a créé Alfred, on a assumé le fait qu'on avait la possibilité de former des personnes. On souhaitait maintenant passer le pas et aller un peu plus loin dans la démarche, non pas uniquement de formation, mais revenir un petit peu sur nos premières armes, qui étaient à la base la réparation de smartphones et tablettes, là, qui est la réparation de gros électroménagers. Donc, on a complètement arrêté les smartphones et tablettes parce que, comme j'ai pu le dire, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont implantés. On a formé pas mal de personnes et nos anciens concurrents aujourd'hui se débrouillent très bien. Donc, nous, on a décidé vraiment de se spécialiser sur ce secteur-là, de se nicher vraiment sur le gros électroménager. Et aujourd'hui, on a un plateau technique de 200 mètres carrés, donc un petit entrepôt dans lequel on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir entreposer des machines, les diagnostiquer, les réparer et voire même dans certains cas proposer des machines reconditionnées. Donc, comment ça se passe? On a une plateforme, vous pouvez vous inscrire en ligne pour tout simplement programmer une intervention chez vous. Donc, les réparateurs d'Alfred vont vous appeler, diagnostiquer brièvement au téléphone, savoir si c'est une machine à laver, un congélateur, enfin, voir ce que vous avez, vous, comme problème, venir chez vous, diagnostiquer et intervenir. Le but pour nous, c'est d'avoir un forfait fixe parce qu'on est conscient aussi que nos territoires ont un vrai souci en matière de pouvoir d'achat. Hein. On voit aujourd'hui l'impact que peut avoir une crise comme la guerre en Ukraine sur les matières premières et la tendance inflationniste au national. Nous, il faut savoir qu'en Martinique, Guadeloupe, Guyane, enfin dans les DOM, on a cette inflation depuis des années. Donc, ce souci de pouvoir d'achat avec des prix qui sont assez élevés, c'est une problématique à laquelle on est habitué. Et donc, du coup, on doit trouver des solutions. Et c'est la doctrine que soutient Alfred, c'est que vous payez un forfait fixe, peu importe où vous vous trouvez en Martinique, peu importe la panne que vous allez avoir, vous allez payer un forfait fixe de 89 € pour cette intervention à domicile et pour prendre en charge votre matériel. Vous aurez à la suite de cela le coût de la pièce. Si vous avez une pièce à changer, on va juste rajouter le coût de la pièce qui sera nécessaire. Mais dans 80 à 70% des cas, on n'a pas vraiment besoin de pièces. C'est juste une sonde ou du décrassage. Donc, c'est une intervention qui reste dans le forfait de 89 €. Aujourd'hui, Alfred, c'est 2,5 salariés. C'est bientôt 4,5 d'ici quelques semaines. C'est à peu près 30 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas énorme, mais c'est une structure qui tend aujourd'hui à se structurer. Moi, j'estime qu'on a des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 10 fois trop de demandes et pas assez de personnes pour pouvoir répondre à la demande. Donc, je suis en train de traiter d'autres problématiques et d'autres types de frustrations pour un chef d'entreprise. C'est celle justement de pouvoir casser un petit peu ce goulot d'étranglement. Donc, on a créé un entonnoir qui est bien lisible et avec une prestation de service qui est audible. Tout le monde comprend aujourd'hui ce qu'on fait et comment on interagit. Maintenant, on est victime de notre succès et on n'arrive pas à répondre à la demande. Et on a des personnes aujourd'hui qui sont en phase de formation pour pouvoir intégrer la structure et justement la consolider. Donc moi, je tiens vraiment à remercier Raphaël qui est présente, mais aussi toutes les équipes de Madame Beaulieu, parce que Martinique Initiative Active, ça a été un vrai levier
financier. Alors, comme tout le monde l'imagine, quand on est porteur de projet, la trésor, c'est le nerf de la guerre, mais vous allez vite vous rendre compte que la réactivité est beaucoup plus importante. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a des acteurs qui, une fois qu'ils vous ont validé, qu'ils vous ont accompagné, vous positionnent très rapidement sur un comité. Le comité, une fois qu'il a compris que vous êtes passé devant ce comité, vous avez présenté votre projet, bon, forcément avec un business plan, avec des éléments, il faut forcément être sérieux pour être audible, mais on a une mécanique de prise de décision qui est hyper rapide. Et en fait, ça, c'est vraiment la plus-value parce qu'après, ça vous permet d'aller voir les banques. Vous êtes en quasi-fonds propres. Quand vous avez un partenaire comme France Active qui vous accompagne, vous avez de la liquidité, mais vous avez en plus, moi, ce que je trouve extraordinaire, et je n'ai pas trouvé qu'on en parlait dans les slides, c'est cette garantie sur l'emprunt à 70%. Ça, c'est un levier énorme. C'est un levier énorme aujourd'hui pour les partenaires bancaires. Vous avez la possibilité avec France Active. Alors, je ne sais pas si je m'avance, je pense qu'on va modérer si je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est vraiment, moi, ce qui m'a permis de passer toutes ces étapes, c'est le fait d'avoir cette liquidité, donc d'avoir tout de suite ce comité qui dit « OK, on finance ». Mais en plus de ça, on cautionne un prêt. Ils sont même capables de cautionner le prêt de la banque. Alors, jusqu'à un certain niveau, là aussi, je vais laisser les techniciens vous expliquer tout cela. Mais ça, c'est hyper important parce qu'on se rend compte qu'une banque, une fois que vous avez effectivement des fonds propres, un acteur qui vous accompagne, on vous prête. Mais nous, on avait un vrai souci parce qu'on était acteur associatif. Donc, la banque aime prêter, mais elle aime savoir aussi comment on fonctionne. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez friands de voir que une association employeur, c'est une entreprise comme une autre. Moi, j'ai un numéro SIRET, je facture, je peux collecter de la TVA, je suis loi 1901, mais rien ne m'empêche de faire des bénéfices. Et je le précise bien, vous devez être bénéficiaire. Peu importe l'activité que vous allez mener sur le territoire, vous devez générer des bénéfices, ne serait-ce que pour perdurer, peu importe l'action que vous allez faire et mener sur vos champs. Après, en fonction de la typologie de la structure, donc associative, vous verrez ce que vous allez faire de vos bénéfices. Nous, en l'occurrence, ces bénéfices, ils nous servent à grossir, et à pérenniser notre activité, puisque nous, on est sur de la réduction de déchets, on est sur de l'achat vert, on est sur de l'économie circulaire, on travaille avec des publics éloignés. Nos réparateurs sont souvent des personnes qui sont en reconversion ou au chômage qu'on va accompagner sur une année pour se reconvertir. Et tout ça, j'ai besoin de le financer. Donc, j'ai besoin d'avoir une activité rentable. Et ça, en fait, IMA, en tout cas, vous accompagne sur cette partie-là. Vous êtes vraiment challengé sur votre BP. Raphaël l'a mentionné, c'est un emprunt, hein, donc vous devez le rembourser. Une structure associative, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous êtes éligible à plein de dispositifs, donc on va dire aussi de l'État. Mais moi, je modère toujours mes collaborateurs qui ont des structures qui sont très dépendants des financements publics. Plus vous dépendez des financements publics, plus vous fragilisez votre structure. Donc, c'est intéressant d'avoir un marché et c'est intéressant d'avoir une relation au marché comme une entreprise normale. Et votre marché, d'y apporter une offre qui est audible et un petit peu comme nous, d'avoir des personnes qui attendent leur réparateur et qui disent, nous, on est prêt à payer, embaucher du monde pour venir chez nous. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Mais je reviens vraiment sur l'interaction France Active. C'est vraiment pour moi ce double levier. C'est ce financement, donc cette garantie qui m'ont permis derrière de tout de suite activer les leviers de financement, on va dire un peu plus traditionnels auprès des banques et de lever des fonds aussi, notamment des subventions sur cette thématique. Alors nous, on a pour ambition forcément de grossir. Maintenant, il faut que je stabilise. Donc j'ai un entrepôt de 200 mètres carrés. Aujourd'hui, on travaille avec les autorités qui souhaitent nous voir nous développer sur le territoire, donc avec 800 mètres carrés d'espace, des Fenwick, un vrai hyper-entrepôt. On va pouvoir avoir des ateliers, on va pouvoir même accompagner les gens au do-it-yourself, c'est-à-dire peut-être non plus uniquement intervenir en tant que prestataire à l'extérieur, mais aussi permettre à des personnes de venir chez nous sur des ateliers pour pouvoir réparer leurs machines ou un petit peu comprendre comment ça se passe. Mais tout ça, c'est dans une deuxième phase. Aujourd'hui, je suis à moins de 6 mois d'activité. Il faut que je stabilise, il faut que je consolide ma croissance. Et donc, du coup, on est dans la deuxième phase
avec justement Raphaël, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, là, on va faire des bornes, on va voir comment ça se passe, on va voir au niveau juridique, on va voir au niveau financier. Vos conseillers sont aussi là pour répondre à d'autres problématiques. Vous pouvez identifier des freins au fur et à mesure de l'aventure qui peuvent être avec des partenaires institutionnels. Il faut savoir que Madame Beaulieu, elle est toujours disponible et Raphaël aussi pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit pour aller voir des élus. Et ça, c'est important aussi. On a des êtres humains en face qui sont conscients qu'on est porteurs de projets, qui sont conscients qu'il y a des freins à différents niveaux et qui font interagir le réseau. Donc, France Active, c'est aussi un réseau d'acteurs sur le territoire avec qui ils travaillent depuis des années. C'est un acteur de confiance. Donc, généralement, quand ils vous recommandent quelqu'un, ça se passe assez bien. Et puis, ils sont aussi capables de vous mettre alors pas des tuteurs, mais des mentors. Donc, des personnes qui, en fonction de leur domaine ou de leur champ de compétences, vont pouvoir vous accompagner et eux aussi peut-être anticiper, parce que le véritable enjeu d'un chef d'entreprise, ça va être d'anticiper et essayer d'au mieux éviter de prendre des gros freins ou des gros pépins, que ce soit opérationnels ou financiers. Et ça aussi, ils sont capables de mobiliser leur réseau. Donc moi, c'est vraiment ces 3 points-là, ça a été le financement et la rapidité, la garantie et le réseau qui va derrière et l'accompagnement, tout simplement. Je ne sais pas si je suis hors délai. Donc, vous êtes pile dans les délais. D'accord. Du coup, pour conclure, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une relation assez simple à votre marché, de vivre votre aventure, certes avec de l'envie, de l'émotion, mais aussi la tête froide et de ne pas avoir peur de parler chiffres. Vous devez maîtriser votre business plan. Un business plan, il ne sert qu'à faire des projections sur les charges, et ça, je tiens bien à le préciser. On peut se faire plaisir à faire des chiffres d'affaires. De toute façon, vous serez challengé et modéré par les personnes dans votre comité, mais le business plan, il va surtout vous servir à calculer votre plan de charge. Vous devez être réaliste sur l'argent que vous allez sortir et être le plus précis sur ça. Le BP, pour la suite, c'est en fonction de votre marché. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de l'aventure, vous allez être obligé de vous repositionner, de recalculer, de le retravailler. Et plus tôt vous allez comprendre que vous allez devoir rebouger les lignes, que vous allez devoir sans cesse recalibrer votre offre pour mieux correspondre au market, plus vous allez avoir de la chance de rentrer les premières rentrées d'argent qui vont vous permettre de continuer à calibrer votre offre jusqu'à ce que vous ayez la bonne offre au bon prix pour pouvoir, je l'espère, croître rapidement sur vos territoires. Voilà, c'était le premier projet, Alfred Réparation. Donc aujourd'hui, 2,5 salariés, 4,5, et on l'espère beaucoup plus par la suite. Parfait, merci beaucoup. Non, mais c'est parfait, c'est un témoignage, c'est le but. Pardon. Juste pour rebondir, pour lever au cas où la question arrive, et donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de manière à ce qu'on puisse vous donner la parole. Pour le cumul, en effet, de la garantie et du financement, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce qu'on n'a pas tellement abordé la garantie vu qu'on était vraiment axé sur la finance solidaire, mais en effet, donc France Active propose de la garantie et du financement. Les pourcentages d'intervention en garantie peuvent varier en fonction des types de projets, des types de porteurs de projets. Mais là encore, en vous rapprochant de votre conseiller, de votre association territoriale, on va pouvoir rapidement vous signaler les interventions possibles. Et en effet, il y a un cumul possible dans la limite d'un risque de 70%. Donc, on va pouvoir en fait cofinancer 50-50 avec la banque et garantir en plus la part de la banque. Et on va plafonner notre intervention sur l'enveloppe globale de financement en moyen long terme, donc banque plus France Active. On va prendre ces 70% et donc on va calculer donc, en fonction des montants. Donc, si je prends un exemple sur un projet à 100 000 euros, on va proposer 50 000 euros financés via France Active Investissement et 50 000 euros financés par la banque. Le risque global est de 200 000. On a une couverture maximale de 70%. Donc, sur le prêt de 50 000 euros de la banque, on va pouvoir garantir maximum 20 000 euros. Donc, c'est vraiment en fait en fonction du montage financier. Et ça, c'est les échanges aussi qu'on a dès le début avec les partenaires bancaires pour essayer d'optimiser et d'assurer justement notre rôle en matière d'ingénierie de financement. Et c'est non négligeable. Moi, ça a été un vrai levier. Il faut savoir que la banque,
Ils aiment bien les porteurs de projets, mais ils ont une relation au risque qui est celle d'un banquier. Donc, cet effet de levier assurance, c'est le vrai starter, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois que vous avez levé les fonds, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste lever des fonds. En fait, on vous dit, d'accord, on est capable de vous accompagner, mais quelles sont les garanties que vous allez mettre derrière? Et en fait, vous pouvez avoir des projets qui restent en stand-by pendant X semaines ou X mois parce que vous n'avez pas anticipé cet effet de garantie et vous n'êtes peut-être pas forcément capable de garantir et de rassurer la banque. Et ça, pour moi, ça a été une vraie plus-value. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être avant de passer au second témoignage? Et merci beaucoup déjà pour cette première partie. Alors, j'ai quelqu'un qui nous dit que les interventions sont intéressantes, mais que donc c'est une structure qui accompagne des porteurs de projets et qu'elle entend malgré tout qu'on est quand même dépendant des financements publics et plus on est fragile, comme l'a dit Abel, et que c'est quelque chose qu'ils devront eux aussi faire évoluer au niveau des porteurs qui les accompagnent. Donc voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je modère, hein, c'est très bien d'avoir des financements publics, c'est un super starter. Moi, en l'occurrence, je vais vous en parler sur la partie formation avec le CFA, puisque j'ai une mécanique qui est beaucoup plus dépendante des financements publics, donc on comprendra un peu mieux, je vais peut-être un peu plus nuancer. Là, je suis sur une activité qui est typiquement commerçante, donc c'est beaucoup plus simple aussi pour moi de le dire sur le projet Alfred, puisque je réponds à un besoin qui est clairement identifié. Je pense que tous les participants ont déjà eu plus ou moins des soucis avec leur électroménager. Donc, je pense que effectivement, pour ce type d'associations-là qui ont des solutions à des problématiques, j'ai envie de dire, de tous les jours, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se reposer sur son marché. Par contre, c'est toujours intéressant de travailler avec l'État et de travailler avec les fonds publics. Moi, je mets juste un bémol sur le fait que si un pourcentage très élevé de votre chiffre d'affaires dépend des fonds publics, vous savez que derrière, vous avez, forcément, c'est normal, un turnover, vous avez des élus qui changent, vous avez des thématiques qui changent, vous avez des politiques qui changent, vous avez des fonds et des budgets forcément qui changent et qui sont priorisés en fonction de la vie d'une société. Et donc, du coup, c'est d'être sûr que dans toute la vie de votre association, de votre activité, vous seriez une priorité, vous avez un impact et qui, du coup, vous assure un certain nombre de fonds. Mais moi, je conseille toujours forcément d'être très proche de son marché pour pouvoir avoir le bénéfice des deux, c'est-à-dire certaines années, faire des marchés et puis pouvoir justement diversifier son chiffre d'affaires, mais toujours s'assurer d'être très proche de ses clients pour être résilient. Je tiens juste aussi à vous dire que j'ai un board à 10h30. Donc, si je vous quitte à 10h30, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que j'ai un board avec Paris et que je suis obligé de vous quitter. Très bien. Du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions en temps réel, j'ai envie de dire, sur le chat pour qu'on puisse échanger en direct avec vous. Alors, j'ai une question. Aviez-vous sondé donc d'autres financeurs au démarrage de votre activité? Alors, on parle de, comme elle a dit, du crowdfunding du type LITA. Alors, non, parce que ça a été beaucoup plus simple avec Initiative Martinique Active et la banque. Et en l'occurrence, la CTM. Maintenant, le crowdfunding, c'est une super solution. Moi, ce que j'adore avec le crowdfunding, c'est que généralement, vous avez un time to market qui est réduit en plus d'avoir des financements. C'est-à-dire que vous avez déjà des clients potentiels qui vous financent. Ça vous permet de tester aussi la véracité de votre offre. Et en plus de ça, vous collectez des fonds. Donc, moi, je suis absolument pour le crowdfunding. Juste simplement, c'est que on avait la tête dans le guidon et Raphaël est quelqu'un d'extrêmement réactif. Donc, c'est vrai que ça allait très, très vite de son côté. Et avec les banques aussi, comme je vous ai dit, Initiative France, c'est un très gros réseau. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec votre conseiller, généralement, ça va très vite. Mais je suis pour le crowdfunding et en plus, c'est vraiment une possibilité de tester votre market en même temps, c'est-à-dire savoir si les gens sont prêts à payer pour votre solution. Donc, ça peut être aussi pour un partenaire bancaire une plus-value
même pour Initiative France aussi, enfin France Active, pardon, une possibilité de prouver en disant, ben, regardez, j'ai tant de personnes avant qui sont prêts déjà à acheter ma solution. OK. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Alors, je passe sur le deuxième projet. Tout à fait. Alors, qui est un peu plus lourd. Donc, le CFA numérique alors CFA numérique digital domotique communication, qui est un nom un peu scientifique, CFA DNDC, mais qui a un nom de marque, un petit peu comme Alfred, qui s'appelle le CFA numérique Outre-mer, qui est en fait la continuité de la première aventure que nous avons eue avec Tech Academy. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué qu'on s'est lancé dans la formation parce qu'on avait des problèmes en interne via nos entreprises. Et aujourd'hui, on a décidé, forcément, la structure qui faisait de la formation, qui était Tech Academy Développement, qui aujourd'hui fait de la réparation 100%, ne soit plus celle qui fasse de la formation. Parce qu'en fait, avec du coup la direction territoriale, donc Pôle emploi, avec la préfecture et la DIT, donc la direction du travail, on a vraiment apprécié les premiers débuts, en tout cas en tant que formateur. Je suis aujourd'hui formateur certifié, Jordan aussi, on intervenait nous-mêmes dans nos sessions de formation. Donc c'est vrai qu'on a pu toucher, même si on est assez jeune, un petit peu tous les domaines de formation, et c'était quelque chose qui aujourd'hui pour nous était difficile d'arrêter, même si on aime beaucoup la réparation, qu'on est des commerçants. C'est vrai qu'aujourd'hui l'impact qu'on peut avoir sur nos territoires en formant, puis la relation qu'on a créée aussi avec les différents acteurs, fait qu'on avait envie de continuer. Et en fait, ce CFA, il est né de la réforme qui a eu lieu, je crois, à partir de 2018-2019, où on a eu une privatisation, un petit peu une ouverture du marché autour de l'apprentissage. Le but était pour l'État de dynamiser un petit peu ce type de formation. Moi, j'y crois énormément parce que je suis issu de l'alternance au sein de mon parcours. C'est vraiment le fait d'avoir des activités en entreprise qui m'ont permis de développer des compétences et de savoir ce que j'avais envie de faire ou ne pas faire. Donc, je suis déjà, moi, issu de ce système-là. Et derrière, nous, ça nous permettait d'aller un peu plus loin sur les thématiques qu'on traitait. Et donc, du coup, d'ouvrir une structure beaucoup plus grande et accueillir beaucoup plus de personnes et traiter, du coup, beaucoup plus de domaines. Donc, le CFA numérique Outre-mer, aujourd'hui, c'est différentes écoles. C'est une business school, c'est une coding school, c'est une domotic school et une recycling school. Donc, on a quand même gardé le côté économie circulaire qui est... j'ai envie de dire, qui fait partie de notre ADN, mais qui est aussi un véritable enjeu. Il n'y a pas que de l'électroménager, il y a plein de thématiques à aborder autour de l'économie circulaire et c'est en train d'exploser. J'en suis très content. Je vois plein de solutions qui sont en train de se mettre en place et ces associations-là ou ces entreprises, elles ont besoin d'hommes et de femmes et de compétences pour pouvoir travailler et se développer, et charge à nous de les accompagner. Je pense que l'apprentissage est un véritable levier dans ce sens-là. Donc, on va avoir du coup une recycling school sur l'économie circulaire. On va avoir une domotic school parce qu'aujourd'hui, pareil, sur les thématiques, tout ce qui va être environnemental, on demande aujourd'hui à l'immobilier, au foncier d'être résilient, que ce soit sur les matériaux qu'ils utilisent, mais que ce soit aussi en matière de consommation d'énergie. Et quand on parle de monitoring et une gestion d'énergie, on parle de domotique. Donc, l'État, aujourd'hui, s'est fixé une ambition assez haute. Je crois que c'est 60-70% de GTC ou de GTB, c'est-à-dire qu'une soixantaine de pourcents du parc immobilier soit équipé de solutions pour pouvoir remonter des données sur la consommation d'énergie. Donc, savoir combien on utilise quand on a des clims, d'électricité, d'eau, pour du coup un petit peu réduire et savoir un petit peu qui consomme le plus. Donc, ça aussi, ça va donner lieu à un très gros... j'ai envie de dire un gros appel d'air sur nos territoires. On a besoin aujourd'hui, dans des entreprises qui sont dans le BTP, de personnes qui traitent les thématiques de la domotique. Donc, la domotique, c'est des champs qui sont très ouverts. On peut avoir de la domotique sur de la sécurité, sur du monitoring, donc sur de la gestion énergétique. On travaille aussi avec les EHPAD, parce qu'aujourd'hui, on est sur des territoires vieillissants et il y a un accompagnement aussi des seniors. Et la domotique permet à des publics un peu sensibles, des publics vieillissants, d'avoir un peu plus d'autonomie à domicile. Donc, on est en train de voir aujourd'hui avec Action Logement, donc tous les bailleurs sociaux et les EHPAD, voir comment on peut intégrer de la domotique
pour permettre à ces publics-là de gagner un peu plus en autonomie. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui sont hyper vastes. Là, c'est juste 2 écoles, mais on a du travail pour une dizaine d'années. On a la Coding School, donc forcément, quand on parle de numérique, on va parler de métiers techniques, mais c'est vrai que nous, on voit le numérique avec un grand N, c'est-à-dire que je vous ai parlé d'économie circulaire et de domotique. Pour nous, le numérique, il doit être résilient. Ce n'est pas juste des lignes de code, de la cybersécurité, du design, de l'intelligence artificielle, de la data. Forcément, toutes ces thématiques sont traitées au sein de la Coding School, mais du coup, on a des écoles qui sont autour, qui gravitent autour de ce numérique-là, parce que quand vous allez implanter des solutions, derrière, il faut les réparer. Donc, du coup, la Recycling School, elle va aussi sortir des techniciens qui vont être capables d'entretenir et de prendre en charge le matériel qui peut être installé par des domoticiens ou des serveurs qui vont être installés ou sécurisés par des informaticiens dans des entreprises. Donc, pour nous, on essaie de voir cela avec une espèce de boucle assez vertueuse où on va former des techniciens qui vont implanter des solutions, on va former des techniciens qui vont entretenir le matériel sur lequel ces solutions ont été implantées. Donc, la Coding School et puis la dernière school qui est une Business School, parce qu'on se rend compte aussi que les métiers du numérique sont très propices à l'entrepreneuriat, à l'auto-entrepreneuriat, et puis qu'on a aussi un vrai besoin sur nos territoires, sur la partie tertiaire, et qui, eux aussi, sont impactés par le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est des compétences qui sont transverses. Un comptable aujourd'hui ne fait plus de la comptabilité comme il le faisait il y a 10 ans. Vous avez des solutions aujourd'hui qui vous permettent, avec des scans assez simples chez les clients, de faire remonter les tickets, de la data et en fait de la traiter de façon automatique. Donc, on a aujourd'hui des cabinets qui sont en train de s'équiper, qui sont en train de bouger des lignes parce que ils vont devoir se repositionner. Et c'est ça pour beaucoup de métiers. Pareil pour le commercial. Aujourd'hui, moi, je forme des commerciaux 2.0 parce qu'on leur donne une mallette d'outils pour pouvoir, par exemple, faire de la relance et de la prospection en automatique sur LinkedIn pour qu'eux puissent se concentrer sur de la création de valeur ou sur d'autres sujets. Donc, c'est un peu la doctrine qui nous anime au sein du CFA numérique, c'est de traiter tous ces sujets-là, c'est d'avoir aussi une offre de formation à tiroir, parce que ce qui est intéressant sur nos territoires, c'est qu'on est sur des petits territoires, donc on ne va pas s'amuser à emboliser des filières. Je ne vais pas former 300 développeurs si je n'ai pas la capacité aujourd'hui d'avoir des entreprises pour les accueillir. Je vais former ponctuellement sur différents domaines en fonction des besoins. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour nous en matière de logistique parce que ça nous demande à chaque fois sans cesse de revoir notre ingénierie. Mais c'est ce qui est intéressant aussi sur ce projet parce que du coup, ça nous force sans cesse à nous renouveler. Donc, sur ces structures, on est aujourd'hui 10. Donc, c'est beaucoup plus gros que Alfred. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est clairement pas assez pour une structure de notre taille, mais qui est un bon début. Donc, on tend à atteindre les 600K, je pense, d'ici la fin de l'année. En tout cas, on fait le nécessaire pour. C'est un projet qui a été financé à hauteur de 200 000 euros par IMA, enfin, qui est remonté au national et qui, en fait, a vraiment été, j'ai envie de dire, bercé par France Active. Moi, j'ai une relation sur ce projet-là qui a été extrêmement compliquée, c'est qu'on a forcément une structure qui est assez lourde à financer. Une école, aujourd'hui, notre CFA, c'est 800 mètres carrés. C'est un partenariat avec le RSMA, avec un deuxième plateau technique de 200 mètres carrés. Donc, c'est des gros volumes. Il faut des plateaux techniques qui sont assez importants à financer. Donc, on est sur des leviers qui sont beaucoup plus importants que sur le projet d'avant. Et c'est vrai qu'on a eu des freins. Alors, pas vraiment des freins, on a eu des interrogations de différents partenaires qui ont freiné le projet. Et en fait, là, encore une fois, France Active, par leur réactivité, par leur résilience, par leur souplesse, ont réussi à chaque fois à nous accompagner pour déverrouiller des freins à différents niveaux. Et là encore, sur un montant aussi important de 100 000 euros, on bénéficie d'un décalage d'1 an. Donc, ça nous permet, nous, sur une mécanique où, en fait, en tant que CFA, je dépends plus ou moins des fonds publics, parce que là, du coup, c'est des OPCO qui me financent. Donc, je suis sur du B2B2C, c'est-à-dire que je travaille pour des entreprises, je place des apprentis, donc je réponds à un besoin d'une entreprise qui a un besoin en matière de main-d'œuvre, mais je suis payé par un acteur tiers, ce qui n'a rien à voir avec ces entreprises.
Donc, c'est une mécanique un peu plus compliquée qui, du coup, ralentit aussi les flux de trésorerie. Et donc, du coup, c'est important que nos financeurs soient conscients de ça et adaptent aussi, du coup, leurs produits de financement. Donc, notamment, nous proposant un report d'1 an pour France Active et pour certains acteurs, voire même de 2 ans. Du coup, je souhaite vraiment remercier France Active pour ce projet-là aussi parce que ça a été beaucoup plus compliqué que pour Alfred. Raphaël peut en témoigner, ça a été des heures et des heures de négociations, des boards avec la préfecture, avec la DITS, avec nos financeurs, avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, on y est arrivé et on peut commencer clairement à travailler sereinement, encore une fois, grâce au soutien, au levier de France Active. Je ne sais pas si je suis dans les temps, là aussi. Parfait, merci beaucoup, Messi. On dirait que vous êtes expérimenté au niveau des pitchs, j'ai envie de dire. Du coup, je vois qu'il y a quelques questions, donc on va laisser la parole aux participants pour pouvoir échanger avec vous. Alors, il y a une question qui revenait sur le statut. Alors, désolé, on revient un petit peu en arrière. C'était sur Alfred, mais bon, je pense que peut-être la question peut s'appliquer sur les deux structures. Une personne n'a pas tout à fait compris quel était l'intérêt, en quoi le statut associatif avait été plus efficace que le statut de société ou de coopérative. Alors, coopérative, je ne suis pas expert, mais en tout cas, pour Alfred, il faut comprendre qu'on a un impact environnemental, on a une double charge, c'est-à-dire qu'on a une activité purement commerciale, on va vendre de la prestation de service et vendre des machines, mais on a une activité aussi derrière qui a vraiment un impact sur l'environnement. Et c'est vrai que ça nous a aidé à lever beaucoup de freins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion de déchets est un univers qui est assez vaste avec différents acteurs qui interviennent sur le marché. Le système associatif, nous a vraiment permis d'être beaucoup plus audibles que certains acteurs qui sont là uniquement, j'ai envie de dire, de façon purement commerciale. On a la possibilité aussi, quand vous êtes associatif, de bénéficier, parce que ma structure a lancé Alfred, elle a été un peu plus lourde que certaines structures que je pouvais avoir, beaucoup plus légères pour la partie, par exemple, smartphone et tablette. Et j'ai pu bénéficier davantage, notamment de contrats PEC, de contrats qui sont un peu plus spécifiques, d'aides et de lignes de financement qui sont des fois réservées au système associatif. Et puis, il faut aussi penser qu'on évolue dans un écosystème, qu'on va rencontrer différents acteurs qui sont des fois des acteurs privés et qui n'ont pas forcément des fois envie de traiter certaines thématiques avec d'autres structures, j'ai envie de dire, purement business. Donc, des fois, la carte aussi associative, elle vous permet simplement aussi d'avoir une posture différente et de dire non, mais moi, le flux, je vais juste pouvoir le valoriser pour derrière créer quelque chose de vertueux. Et puis, on a aussi derrière une volonté d'avoir un forfait fixe. Donc, on a forcément une activité commerciale, mais qui n'est pas à but lucratif. Donc, quand vous avez une activité commerciale qui n'est pas à but lucratif, parce que derrière le bénéfice, vous le réinjectez pour pouvoir développer votre solution et continuer à avoir de l'impact sur le territoire, le système associatif, il me permettait de pouvoir faire tout ça en gros. Et comme j'ai un numéro SIRET que je peux fonctionner comme une structure normale, ça me permet d'avoir tous les avantages d'une structure, j'ai envie de dire, purement privée et les avantages aussi d'une structure associative. Je ne sais pas si j'ai été clair. Après, c'est des choses sur lesquelles il faut vous poser, vous faire conseiller. C'est vraiment du cas par cas. Je parle de mon expérience, mais en aucun cas, je pense que tout ce que je dis s'applique à tous les domaines. Il faut vraiment, après, en fonction de vos spécificités. J'ai des structures privées à côté. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis purement commerçant. Mais sur ces deux activités-là, c'est vrai que l'associatif nous permet de décupler les actions qu'on mène sur le territoire et d'être beaucoup plus audible auprès de certains partenaires. Donc, pour nous, la question ne se posait pas. Très bien, merci. On a une autre question. Combien de temps prendra en moyenne l'instruction, en gros, donc entre le dépôt du dossier et sa finalisation, donc l'accord de financement de France Active? Alors, peut-être témoigner sur le vôtre et moi, je répondrai de manière plus globale dans un second temps. Alors moi, j'ai une super conseillère qui s'appelle Raphaël Goma, je le dis à tout le monde, j'en parle un petit peu partout, et une super présidente, donc ça allait très vite. Moi, je crois qu'en 3 semaines, j'avais déjà une réponse.
Raphaël m'a positionné rapidement sur un comité parce que justement, j'avais besoin rapidement de ces fonds-là. Mais j'ai envie de dire que c'est extrêmement réactif, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez votre lettre de décision, parce que vous avez besoin en fait pour continuer de collecter auprès des autres acteurs, juste de prouver que vous avez un acteur qui s'est déjà positionné en plus avec la garantie. Moi, je crois que ça a mis une quinzaine de jours. Au moment où je suis passé devant le comité, moins d'une quinzaine de jours même, pour être franc. Alors, je ne sais pas si c'est Raphaël qui est aussi derrière à pousser, mais j'ai envie de dire, en fonction de l'urgence aussi, votre conseiller, il prend en compte tous les facteurs, tous les paramètres, et ils essayent de vous préparer au mieux pour le passage devant le comité. Et derrière, en interne, ils essayent de faire au mieux en fonction des priorités et des urgences pour vous accompagner. Moi, ça allait très, très vite. La seule chose, c'est que sur le CFA, on est passé 2 fois parce que un peu plus spécifique, il y avait des choses qui étaient un peu plus compliquées. Ça s'est passé très rapidement la première fois. Et en fait, un des acteurs, un des cofinanceurs a demandé à France Active de nous financer un peu plus pour réduire la part de risque. Donc, on a dû refaire passer au national. Et là, encore une fois, ça allait extrêmement vite, malgré le fait qu'on ait eu à revoir notre copie, j'ai envie de dire. Alors moi, je vais me permettre de nuancer pour clarifier en fait le processus. Alors déjà, la question, c'est quand est-ce qu'on a un dossier complet, qui est souvent importante parce qu'on vous demande un certain nombre de documents et parfois, il manque des documents. Donc, tant qu'on n'a pas un dossier complet, il est difficile pour nous d'engager l'instruction du dossier. Après, au niveau du processus de décision, il y a des comités. Alors, en fonction des associations territoriales, des territoires, les décisions sont prises jusqu'à un certain montant en local ou bien sont présentées au national. Dans tous les cas, au-dessus de 200 000 € ou à partir de 200 000 €, c'est présenté au comité national. Et il y a un comité par mois. Et nous avons toutes les associations, donc les 35 associations territoriales de France Active présentes à ce comité national. Nous avons le planning dès le début de l'année, donc on a de la visibilité et on peut facilement dire quand on sent que le projet est mûr, parce que la question c'est ça, c'est avoir un dossier complet, mais aussi un business plan qui pour nous paraît réaliste, parce qu'on ne va pas présenter un dossier qui nous semble surdimensionné. Par exemple, on va d'abord travailler avec le porteur de projet de manière à revoir le projet et le business plan pour s'assurer d'avoir un maximum de chances d'avoir une réponse favorable de la part du comité. Donc, c'est le comité qui est décisionnaire. C'est vrai qu'on a vu au niveau de la présentation de France Active, il y a plus de bénévoles que de salariés parce que les membres de comité sont des bénévoles donc qui travaillent dans le secteur de la finance solidaire, dans l'accompagnement des porteurs de projets au quotidien. Donc voilà, ça dépend aussi à quel moment vous déposez le dossier et de la complétude du coût du dossier. Je vois monsieur Saïd Ali Youssif. Peut-être vous avez une question. Alors, je vois uniquement bonjour juste dans le chat. Peut-être une dernière question pour monsieur Adjiraj avant qu'on voyage vers la Réunion. Et après, je serai obligé de vous quitter. Malheureusement, il faut que je prépare mon board. Il est dans une petite dizaine de minutes. Bon, écoutez, monsieur... N'hésitez pas à réécrire sur le chat. Peut-être qu'elle est en dessous. Vous m'avez mis combien de temps? Alors, vous avez mis combien de temps pour obtenir la certification Calliope? Alors ça, c'est une super question et c'est une question de formateur, en tout cas de quelqu'un qui a une structure de formation, parce que Calliope, effectivement, c'est la nouvelle norme qui certifie les établissements. Aujourd'hui, j'ai mis 6 semaines à avoir notre certification Calliope. On s'est fait accompagner par un organisme en métropole. Cette personne, il y a mes coordonnées, je pense, c'est ce que vous avez dit. Si vous voulez, on peut échanger sur ça par la suite. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé la structure avec la réforme Calliope. Donc, je suis un enfant Calliope, comparé à certaines structures qui étaient data dockées et qui étaient
sur d'autres types de certifs et qui ont dû du coup revoir certains process. Pour les nouvelles structures, je trouve ça beaucoup plus simple parce que du coup, vous partez d'une feuille blanche avec cette nouvelle certif. Mais n'ayez pas peur, Calliope, c'est clairement pas. Moi, j'ai les 35 critères puisque je suis CFA et que je fais aussi OF de la formation continue en initiale puisqu'on est en train de monter une plateforme en e-learning. Donc, nous, on a eu vraiment la partie Calliope la plus costaud, 6 semaines. Alors après, ça dépend encore une fois du projet, ce que vous avez, mais c'est pas quelque chose qui doit vous freiner. Si vous êtes bien accompagné et que vous mettez en place dès le départ les indicateurs, tout le reste fonctionne bien. Puis j'ai un partenaire en Guadeloupe, si vous êtes intéressé. Alors, je ne sais pas d'où cette personne écrit, mais j'ai quelqu'un en Guadeloupe qui peut vous accompagner, qui est juste top sur le sujet. Parfait, merci beaucoup. Ah oui, il est à Mayotte, mais merci pour votre intervention. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc, il nous reste à vous remercier parce qu'on a bien noté que du coup, vous avez de nouveau des rendez-vous avec des financeurs et donc des impératifs. Donc, merci beaucoup pour votre participation. De toute façon, on va poursuivre. L'ensemble de la vidéo est enregistrée et sera diffusée aux différents participants. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre témoignage depuis la Martinique. J'aurais bien aimé entendre le témoignage des confrères parce que je pense que là aussi, ça va être super intéressant. Malheureusement, je le verrai en décalé puisque c'est enregistré. En tout cas, merci pour tout et puis je reste joignable. Parfait. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Utseri, donc depuis La Réunion, qui représente la structure Titan Grécup. Bienvenue, merci pour votre participation, pour l'horaire. Écoutez, je vous laisse le temps de présenter votre structure pendant une quinzaine de minutes, comme ça, de la même façon, on laissera la place aux questions et réponses des participants. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation aussi. Donc, je suis Jean-Pierre Utzeri et avec Sylvie Bruno, nous avons créé Titan Grécup. Titan Grécup, c'est la filière de recyclage des textiles sur l'île de la Réunion. Nous avons démarré notre activité avec 12 personnes et aujourd'hui, notre activité, c'est un peu plus de 140 personnes qui sont sur à la fois le tri et le recyclage des textiles. Les matières que l'on collecte sont récupérées au travers de 200 points d'apport volontaires, dont à la fois donc, ce sont des bornes, mais aussi des associations avec lesquelles on a contractualisé, je dirais, la collecte des matières. Et puis, on est sur, je dirais, 3 centres de tri où sont traités l'ensemble de la collecte. Sur cette partie-là, la matière collectée est soit donc réutilisée, une fois qu'elle est triée, elle est soit réutilisée, soit transformée. Et pour cela, dans la réutilisation, on a 2 manières de l'écouler. On est à la fois sur de la réutilisation en mode local. On fait des opérations de vente au kilo. C'est une opération que l'on avait au départ envisagée comme étant une opération solidaire, dans le sens où on vend de la matière à 5 € le kilo. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui viennent. Elle est toujours solidaire, bien évidemment, mais elle a amené d'autres types de clientèle, notamment certains qui sont dans la création de vente de fripes localement, donc qui ont ouvert parfois des boutiques ou alors qui sont dans des opérations de vente dans des foires ou dans des marchés. Donc, il y a une activité économique quelque part qui a été suscitée, je dirais, par notre activité. Toujours dans le réemploi, il y a aussi une grande partie qui est dédiée à l'exportation que l'on fait sur l'océan Indien. Et puis, dans la partie de la transformation, on est à la fois sur la fabrication de chiffons que l'on vend aux entreprises
et aussi la création de produits qui sont destinés au grand public. Et sur les produits qui sont destinés au grand public, eh bien, il y a une petite vidéo que va vous passer Madame Lacarbras qui correspond à notre produit phare qui est le Kabapi. Voilà, si vous voulez passer la vidéo, c'est le moment. Ici, c'est tout ce qui dit serviette, drap, couette. On trie ces draps. Tout ce qui dit thé à la main, on les envoie à la presse. Et tout ce qui dit thé à l'homme 2, ce sont les tissus abîmés, tachés, qui sont plus réutilisables. Ensuite, ce que vous avez démontré tout à l'heure, les tissus épais, ce qu'on appelle les matières lourdes. En tant que manœuvre, on a le but de prendre les sacs dans les rôles comme celui-ci et de les mettre au craquage pour les filles, pour les trier, de façon que c'est bien organisé et surtout il n'y a pas de problème de mélange et quoi que ce soit. Nous concevons les KBAPI, donc on est une douzaine de personnes sur ce site. Et vous retrouvez aussi d'autres personnes sur l'atelier couture à Saint-André et à Domingeau. Donc au total, 30 personnes qui participent à la confection de ces KBAPI. Cette association existe depuis 2014, donc il y a 6 chantiers d'insertion autour de l'île et il y a un peu plus de 100 personnes qui y travaillent. Donc nous recrutons des opérateurs de tri, des couturiers, des manutentionnaires, des magasiniers et puis des vendeurs. Après le repassage, du coup, donc j'ai choisi les anses qui vont aller avec le sac et ensuite faire le marquage à 18 cm sur le sac de chaque côté. Je reprends la main ou je reprends la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et bravo, très belle vidéo. Alors oui, alors comme vous avez pu le voir, le KBAPI, la création de chiffons, l'exportation, la vente au kilo, ce sont tous ces choses-là, tous ces textiles qui rentrent sont bien évidemment revendus puisqu'on est sur un modèle économique. Je rejoins un peu Abel dans ce qu'il disait, hein, on vise une pérennité, on a toujours visé cette pérennité et puis aussi cette autonomie financière. Alors, cette autonomie financière, elle est sur un modèle que l'on a pensé
on est à la fois donc sur le recyclage, c'est une chose, c'est vrai, mais en fait, c'est le côté visible de l'iceberg, puisque, comme vous avez pu l'entendre au travers de la vidéo, on est sur l'insertion des personnes. Et ça, c'est notre, je dirais, notre activité principale. On est sur l'accompagnement. Quand je vous disais tout à l'heure 140 personnes, eh bien, il faut imaginer qu'il y a à peu près 120 personnes qui sont des bénéficiaires en contrat à durée déterminée d'insertion. On a 3 agréments ateliers chantiers d'insertion, un agrément pour toute la partie tri, un agrément pour toute la partie transformation atelier de couture et un agrément spécifique en milieu pénitentiaire avec un atelier de couture. Et puis, on a aussi un autre agrément qui est un agrément entreprise d'insertion, puisqu'on vient d'ouvrir, on a ouvert il y a 2 ans une boutique de vente de fripes, où là, on a le meilleur du meilleur dans un vrai magasin avec des personnes qui ont la volonté d'être des personnes à la vente, des vendeuses. Et donc, ces personnes-là sont en insertion dans cette boutique-là. Elles sont toujours accompagnées aussi par donc, nos conseillères d'insertion. Donc, 130 personnes, un modèle économique qui aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, est pas loin d'1 million d'euros. On est avec un budget de pratiquement 2,8 millions. Ça, c'est pour avoir quelques chiffres. On a 6 sites sur le territoire. On a plus de 15 000 euros de loyer. Ça, c'est un peu les idées. On a 20 000 euros de gasoil. C'est pour vous donner un petit peu les charges, ce que ça peut représenter. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle il faut être sur un modèle économique, c'est très très important. Et notre vision à terme, c'est de pouvoir construire un centre de tri, puisque le volume allant, il est nécessaire que notre surface ne sera pas suffisante, et il est donc nécessaire d'envisager la construction de centre de tri. Pour cela, le nerf de la guerre, c'est de trouver le foncier, parce qu'une île, c'est restreint. Du terrain, c'est difficile à trouver. Et donc, depuis quelque temps, on commence à chercher, voir avec les collectivités, avec différents acteurs, ce que l'on peut faire, ce que l'on pourrait trouver pour pouvoir imaginer ce futur centre de tri. Alors, si on parle maintenant de Réunion Active, comment nous, on a rencontré Réunion Active, c'est au travers de nos démarches d'avant-projet. C'est-à-dire qu'en fait, on était avec cette idée-là de création de recyclage de textiles, avec la partie insertion, bien évidemment. Et en allant voir les différents acteurs, on a fait d'abord les collectivités pour savoir s'il n'y avait pas de projets existants dans ce domaine ou s'il n'y avait pas de choses existantes sur le recyclage des textiles. Et puis après, on a rencontré la CRES parce qu'on ne savait pas comment monter l'activité. Est-ce que c'était une SCOP, une SIC, une ASS, voilà. Et puis la CRES nous a orientés vers France Active, donc Réunion Active. Et on avait déjà plein d'idées, on avait déjà une ébauche de business plan, on avait une ébauche, je dirais, de toutes ces activités que l'on souhaitait. Il faut savoir que notre vision, c'était à la fois une activité pour le tri, une autre activité pour la transformation, une autre activité pour la collecte, une activité aussi pour les magasins. Donc, différentes entités qui se voulaient chacune pérennes et équilibrées, bien évidemment. Aujourd'hui, on est sous forme associative. Toutes les activités restent actuellement sous la forme associative parce que l'ensemblier fonctionne et génère un bénéfice que l'on réinvestit, bien évidemment, puisqu'on est à but non lucratif, nous aussi. Mais par contre, difficile de séparer une activité pour la rendre complètement autonome. Donc, j'en veux pour simplement expliquer et vous montrer qu'il est important aussi de diversifier peut-être le chiffre d'affaires. Lorsqu'on a eu cette fameuse période de Covid, bien évidemment, la vente au kilo, c'était très difficile puisqu'on ne pouvait pas réunir du monde, donc on ne pouvait pas ouvrir.
L'exportation, eh bien, les bateaux et le travail de tri étaient bien sûr très difficiles. Donc, un manque à gagner à la fois sur la partie export et sur la partie vente au kilo. Et ce qui nous a permis et ce qui nous a quelque part sauvé de notre exercice, c'est qu'en transformation, on s'est très rapidement organisé pour créer des masques et on a fourni des masques aux entreprises et aux collectivités. Et ça nous a permis de pallier au manque de chiffre d'affaires que l'on avait à la fois sur la vente au kilo et l'exportation. Les autres choses se sont déroulées. Hein. Les années suivantes, pas plus tard que l'année dernière, on a eu un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu un souci sur la partie transformation et c'est la vente au kilo qui a remonté le chiffre. Donc du coup, notre diversité comme ça en termes de chiffre d'affaires nous permet d'avoir notre résultat et nous permet comme ça d'équilibrer nos exercices. Pour en revenir à Réunion Active, donc on les a rencontrés au début du projet. Je peux dire que ça a été un peu difficile pour nous parce qu'on n'était pas habitué à avoir, on était sur notre idée, on n'était pas habitué à avoir autant de rigueur, peut-être quelque part, et ça nous a permis de nous mettre dans les rails. Mais ce qui est clair, c'est que ça a donné de la crédibilité au projet, ça a donné de la crédibilité aux financeurs, ça nous a permis de nous ouvrir des portes et ça nous a permis de démarrer notre activité, bien évidemment, parce que je ne pense pas qu'on aurait pu. Il faut savoir qu'entre une expérience d'informaticien que je suis et Sylvie Bruno qui était uniquement dans l'insertion, il faut savoir que la crédibilité, monter une société, une activité dans le recyclage, oui, bon, on n'est pas du métier. Faire de l'insertion, on n'est pas trop du métier non plus. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, je dirais, on pourrait, je dirais, mettre des doutes. Et c'est les 2 premières années qui nous ont permis comme ça de montrer que on était capable de faire et derrière de pouvoir rebondir encore plus puisqu'on a pu se développer. On a bénéficié aussi d'un accompagnement qui a été financé par Réunion Active la 2e année de notre activité. Et puis après, on a pu avoir ces soutiens que l'on a eu, je dirais, notamment sur la partie trésorerie. Et je tiens à remercier là-dessus Réunion Active sur ce soutien et ce suivi que l'on a, puisque cela nous permet, j'espère que l'on va continuer à travailler ensemble encore bien longtemps, puisqu'il y a encore de beaux projets à venir. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on a différentes questions dans le public. Alors, Monsieur Polony Alex, qui se questionne sur le statut associatif. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit… Bon, elle était peut-être aussi pour Monsieur Adja. Et qui signale qu'il n'y a pas d'avantage sur l'octroi de mer et que c'est une activité de production assujettie à l'IOMI. Est-ce que vous avez, et puis qu'il y a une activité de production, il signale qu'il y aurait un risque de redressement à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un avis à nous partager là-dessus ou peut-être ce sera le cadre d'un échange hors webinaire? On est sous forme associative, c'est une chose. Quelque chose que je n'ai pas précisé, mais c'est qu'on est fiscalisé, hein, on paye de la TVA, on paye de l'impôt. Voilà. Après, ça n'empêche pas. Nous, la forme associative nous a permis de démarrer et d'obtenir des subventions que l'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas été sous cette forme-là. Ça nous a permis de lancer nos différentes activités parce que les 6 sites ne se sont pas faits d'un coup. Donc, au fur et à mesure que l'on démarrait une partie, on sollicitait les collectivités, les communes, notamment lorsqu'on était sur une commune bien précise, on les sollicitait pour nous aider au démarrage. Et ça a été quelque chose qui a été bien pris puisque c'était une sollicitation simplement au démarrage. Et l'année suivante, je dirais, on n'avait pratiquement pas de subvention et on fonctionnait, je dirais, de manière relativement autonome. Voilà. Parfait, merci. Alors, deux petites questions encore. Donc, Madame Maddy nous demande, qu'est-ce que vous appelez emploi durable?
Alors, des emplois durables, c'est vous avez dans tout atelier chantier d'insertion, vous avez des personnes qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion, qui sont des personnes qui sont de passage uniquement. On a un agrément pour chaque personne qui peut durer de 12 à 24 mois. Ça peut être moins. Il y a un turnover important, il faut le savoir. C'est ce qui pénalise un petit peu l'activité parfois dans la partie production. Et puis après, vous avez des personnes qui sont des encadrants. Donc, vous avez un encadrant technique qui est là pour manager l'équipe, former les personnes au poste de travail, mais aussi former les personnes, je dirais, à des compétences qu'elles n'ont pas forcément. Dans notre accompagnement, dans l'accompagnement que l'on fait, on forme des personnes sur un certificat de qualification professionnelle pour certains. On forme des personnes en situation de travail, donc c'est ce qu'on appelle de la FEST. Et ces formations-là sont faites à la fois par l'encadrant technique, donc le manager de l'équipe en production, par aussi l'accompagnateur social qui, là, le conseiller d'insertion est là pour à la fois lever les freins, mais aussi apporter une certaine formation, notamment dans ce qu'on appelle l'éthique, les techniques d'information et de communication. Donc, une personne qui ne sait pas passer un mail, qui ne sait pas faire un CV, bien, ça va être la conseillère d'insertion qui va l'aider et qui va la former à ces choses-là. Et puis, dans les autres permanents que l'on a, il y a une animatrice hygiène, sécurité, environnement. Il y a aujourd'hui un formateur. Il y a bien sûr une gestionnaire RH parce que 130 personnes, c'est avec à peu près 12 personnes qui rentrent et qui sortent chaque mois. Ça fait du travail administratif. Voilà, on vient de prendre une secrétaire administrative parce qu'on n'en avait pas depuis 8 ans et maintenant on en a une en contrat d'alternance. On vient de prendre aussi un comptable en contrat d'alternance. On a des coordinateurs parce que 3 sites de production sur le tri, ça nécessite de coordonner aussi tout le flux que l'on a pour ramener les matières, pour organiser les ventes au kilo, pour ramener aussi et organiser les livraisons. Donc, c'est important d'avoir de la coordination là-dessus. Donc, voilà, c'est 19 personnes qui sont des permanents. Parfait, merci. Alors, une question, est-ce que vous pourriez expliquer la partie exportation, s'il vous plaît? La partie exportation, c'est simplement les fins de vente au kilo, plus des matières que l'on considère ne pas être, qui sont réutilisables, mais qu'on considère ne pas être vendables localement pour X raisons, qui sont mises en container et qui sont exportées à des acheteurs. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des partenariats ou des conventions concernant la récupération de tissus neufs pour la confection de KBAPI? Alors aujourd'hui, pour la confection, on a des partenariats, c'est des textiles qui sont collectés dans les bornes au travers d'associations et d'entreprises, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour récupérer leur matière. Mais à ce propos, sur les entreprises, on essaie d'avoir une démarche de responsabilité sociétale, dans le sens où on leur dit, écoutez, on collecte aujourd'hui vos matières, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse en faire une utilisation pour votre activité et comment on peut le faire. Et donc, on essaie d'avoir une réflexion là-dessus et c'est des choses qui commencent à marcher puisque on a aujourd'hui... On a eu de très belles réussites, notamment sur une société dans le bâtiment. On a aujourd'hui, depuis plus d'1 an, eu un hôtel 5 étoiles qui nous demande de fabriquer des produits et ils sont très heureux et très satisfaits de ce qu'il en ressort. Donc, ça met à la fois, je dirais, l'activité, mais aussi l'insertion, je dirais, à l'honneur. Et donc, voilà, cette démarche-là pour qu'on puisse vraiment travailler sur un modèle circulaire. Après, les KBAPI sont aujourd'hui, si on parle des KBAPI, ils sont revendus dans 2 enseignes, alors pas dans tous les magasins, mais dans les enseignes Carrefour et dans les enseignes Leclerc. Après, on a d'autres produits qui sont vendus dans d'autres activités, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu moins, mais voilà, on est aussi dans le tourisme, on est assez diversifié en termes de produits. Et on fabrique aussi à la demande.
Très bien, merci. On a une question concernant le montage de votre dossier ACI, d'atelier chantier d'insertion. Donc, est-ce que vous avez été accompagné dans le montage du dossier et est-ce que vous avez sollicité France Active avant ou après cet accompagnement? Alors, sur le montage du dossier ACI, on l'a fait par nous-mêmes. Maintenant, s'il y a aujourd'hui des porteurs de projets qui ont des difficultés sur les montages de dossiers ACI, moi je leur conseille de se rapprocher de Chantier École. Chantier École a une représentation locale et on est aujourd'hui, nous, adhérents à Chantier École, hein, c'est la représentation des ateliers chantiers d'insertion au niveau national. Et donc, eux ont les capacités d'accompagner un porteur de projet sur le montage d'un projet, d'un dossier. Très bien, merci pour la réorientation. Et du coup, une dernière question. Alors là, c'est vraiment sur le modèle économique, en fait, hein, votre modèle économique. Donc, Madame Machelaire, vous félicite pour ce beau projet et se demande au niveau du paiement de l'ASP pour les CDDI, est-ce qu'il y a le salaire de l'encadrant technique? Est-ce que vous arrivez à suivre, enfin, à respecter la limite des 30% de charges imposées par la Convention des ACI? Et est-ce que vos bénéfices vous permettent de couvrir les salaires des CIP, des coordinateurs, ou bien est-ce qu'il y a des subventions complémentaires? Alors, je réponds. Alors, la première question, c'était… Si l'ASP prend en charge le salaire des encadrants techniques. Non, l'ASP… Alors, le montant de l'aide au poste prend en compte l'accompagnement social. Mais ça veut dire une chose, il reste une partie résiduelle de salaire du contrat d'insertion qui n'est pas pris par l'État. Et cette aide-là, elle doit être trouvée par, je dirais, de la subvention autre, hein, un complément de subvention, que ce soit par une commune ou une interco, mais en tout cas, voilà, elle n'est pas complète. Aujourd'hui, c'est Titan Récup qui l'assume là-dessus, en grande partie, puisque je crois que il y a peut-être que 12 salariés qui sont aujourd'hui qui ont le résiduel des salaires qui est pris en charge par une collectivité, c'est tout. En ce qui concerne les deux autres questions, c'est oui. De fait, sinon vous ne pourriez pas être ACI, mais bon. Donc, et du coup, donc vous avez, et les bénéfices couvrent donc les salaires des CIP et de coordinateurs dans la limite des 30%. Tout à fait. Parfait. Bon, vous avez encore des félicitations d'autres participants, hein, pour le projet, pour la pérennité de celui-ci. Est-ce qu'il reste une petite dernière question, peut-être, à Monsieur Thierry, avant de passer au dernier témoignage? Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Thierry. Encore une fois, vous avez les coordonnées, vous aurez toutes les informations qui vous seront transmises après la présentation. Et félicitations encore pour ce beau projet. Merci. Je vous propose d'accueillir du coup Madame Jean-Louis, si vous nous entendez et si vous pouvez prendre la parole. Donc, qui est du coup directrice de l'association, enfin directrice de la crèche Touche à Tout, donc une association qui a été financée sur la Guadeloupe par France Active Investissement. Est-ce que vous nous entendez? Madame Jean-Louis, est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Vous m'entendez là? Tout à fait, on vous entend. Oui, bonjour, merci Madame Lacambois. Bienvenue. Merci. Oui, je suis Madame Jean-Louis, directrice générale de la crèche Touche à Tout. Donc, je vais présenter la crèche. Nous existons depuis 1993, bien avant, c'était en mode garderie. Et en 1993, je suis à l'origine de cette création, on s'est transformé en crèche. Donc, de 1993 à 1994, on avait un effectif de 27 enfants. Donc, en 2007, nous avons fait une extension, toujours encore pour accueillir beaucoup plus d'enfants.
nous avons une capacité d'accueil de 40 enfants. Cependant, les choses évoluent parce que moi, j'avais une casquette, je suis auxiliaire de puériculture, j'avais une casquette, je travaillais de nuit au CHU. Donc, devant la détresse des parents ayant des enfants porteurs de handicap, j'avais une vision pour ces enfants-là. Donc, une opportunité m'est offerte juste à côté, un local mitoyen, juste à côté, d'où m'est venue l'idée d'une extension pour avoir une capacité de 55 enfants, mais avec une inclusion pour les enfants ayant des troubles, disons des enfants différents des autres. Donc, de ce projet, j'ai eu un accompagnement avec le dispositif local d'accompagnement en Guadeloupe, qui m'accompagnait sur ce projet. Donc, on a proposé ce projet à la CAF. Et de là, dans l'accompagnement du dispositif local d'accompagnement, j'ai entendu parler de France Active. Donc, Madame Lacambois, j'ai pu faire sa rencontre. Et notre première rencontre, elle m'a un peu bousculée, puisque dans ce projet qui est assez ambitieux, je pensais faire l'achat du local à titre personnel et elle m'a orientée différemment. Je la remercie. Après réflexion, j'ai trouvé que ma vision était plus une fondation pour ces enfants. Donc, je suis dans ce projet qui était accepté par la CAF. Nous sommes dans l'acquisition du local. J'ai déjà une capacité d'accueil de 40. Nous sommes 16 salariés. Donc, à ce jour, je suis dans l'acquisition du local et j'avance sur le projet. Surtout que nous dépendons aussi de la protection maternelle infantile, qui est la PMI, qui doit donner la vie technique. La vie technique, on l'a reçue il n'y a pas longtemps. Donc, on chemine encore sur ce projet, puisque hier encore, j'étais en réunion avec le directeur de la CAF, qui s'interroge vraiment pour l'accueil de ces enfants différents des autres, parce que beaucoup de structures ne jouent pas le jeu. Et il est vraiment axé dessus et intéressé par le projet que j'ai soumis. Donc, c'est un projet qui a un montant de 64 782,13 €, qui est financé à 80% par la CAF. Et les 20%, nous cherchons des financeurs, d'autres financeurs, afin de nous aider à concrétiser ce projet. Donc, est-ce que Mme Lacambois, je dois ajouter autre chose? Non, bah après, peut-être nous dire dans le parcours, en fait, hein, depuis la création de l'association, par exemple, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer qui ont été les plus impactantes et comment vous avez pu les surmonter? Les difficultés les plus impactantes, c'est lors de l'arrivée de la nouvelle réforme, la PSU, qui est la prestation de service unique. Beaucoup de crèches ont fermé parce qu'on ne pouvait plus, on n'arrivait pas avec ce mode de financement qui était 66% par la CAF et 36% par la structure. On ne savait pas le prendre, beaucoup de crèches ont fermé, nous avons résisté. Ça n'a pas été facile du tout pour nous, même pour le personnel. On a eu des soucis de paiement de salaire, mais encore une fois, nous avons dû créer un groupement de gestionnaires de crèches, nous faire entendre par les mairies, par la CAF, conseil général et conseil régional. Et avec l'arrivée, la CAF a compris que s'ils n'interviennent pas, eh bien, il n'y aura pas de mode de garde pour les enfants en Guadeloupe. Donc, ils ont pu travailler dessus, revoir leurs copies. Ils sont toujours en train de travailler encore dessus et revoir les bonus, revoir l'aide qu'ils peuvent nous donner. Donc, ils ont mis des bonus pour pouvoir nous aider, mais c'est toujours pas évident. La chance que j'ai, c'est qu'au niveau de mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour fidéliser les parents, qui nous envoient encore d'autres parents. Donc, j'ai une capacité, le taux de remplissement est là. Donc, nous ne peinons pas pour remplir les places que nous avons. D'ailleurs, nous avons une longue liste d'attente, ce qui m'a permis, moi, j'étais bénévole à la crèche jusqu'à 2019.
en qualité de présidente. Et en 2019, en avril 2019, je suis devenue directrice générale. Donc, j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir œuvrer et d'où m'est venue l'idée de l'extension. Donc, c'est un combat, c'est une lutte, mais je crois en mon projet. Je suis satisfaite de voir que les mêmes parents reviennent bien visiter, les mêmes parents nous envoient d'autres enfants. On ne fait pas de publicité puisque la publicité est faite, mais il faut croire en ce il faut croire. Je crois en ce que je fais, j'ai un personnel, on est une équipe homogène, donc c'est ce qui me permet de tenir et d'avancer de la vision que je me suis fixée. Très bien, donc on retient le collectif, donc à la fois le collectif en interne dans vos équipes, mais aussi pour faire face aux adaptations et aux réformes qui ont eu lieu, le collectif des différentes crèches qui a pu se réunir pour porter d'une seule et unique voix les difficultés et mutualiser un peu tout ça. On a une question du coup concernant les autres financeurs extérieurs. Donc dans le tour de table, vous avez dit un projet à 500 000 €. 80 000 € par la CAF. Quels sont les autres financeurs? Nous avons France Active Investissement. Et là, je suis encore dans une démarche de trouver d'autres financeurs. Donc, Cap Excellence. J'ai un entretien avec le maire des Abîmes dans très peu de temps. Et nous continuons à travailler pour trouver d'autres investisseurs par rapport à ce projet. Très bien. Merci. Ensuite, le contact concernant la CAF, Madame Isor, du coup, je vous le transmettrai directement par un mail en direct pour éviter trop d'échanges parce que voilà, là, c'est les interlocuteurs vraiment de la CAF. Avez-vous envisagé de changer de forme juridique? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je reste c'est une forme associative, non. Il est vrai que allez-y. Ah non, allez-y, allez-y. Ouais. Il est vrai que les choses évoluent parce que quand je vous ai reçu ici, nous avons fait l'acquisition de local où nous nous trouvons maintenant, qui est au-dessus de la structure, qui nous permet, dans mon accompagnement, qui nous permettra d'accueillir, de créer un centre de formation de ressources autisme pour accompagner les parents, pour accompagner aussi le personnel, pour accompagner d'autres salariés de crèche. Donc, je suis dans ce projet-là aussi et je reste dans la forme associative parce que pour moi, jusqu'à maintenant, c'est une forme où nous recevons des aides, surtout de la CAF. Le département, non. La région, c'est par rapport au salaire et aux formations. Et voilà. Très bien, merci. Pour revenir juste sur les témoignages d'ailleurs sur l'acquisition de foncier, voilà, la réorientation a été faite pour que l'association fasse directement l'acquisition de foncier et étant donné qu'après il y a l'acquisition du bâtiment et tout le projet en fait sur la durée qui est lié à ce bâtiment. Donc plutôt que de faire une acquisition personnelle, de faire un contrat de bail avec la possibilité de le dénoncer ou autre, pour sécuriser le volet juridique et surtout l'investissement porté par l'association, qui est une personne morale. On a, avec les banquiers aussi, hein, parce que dans le tour de table, en fait, je n'ai pas été la seule à vous le souligner, mais par contre, j'ai été peut-être l'une des premières à dire ça va bloquer. Réellement, on va vous dire oui, pourquoi pas, mais in fine, ça va bloquer parce que tout simplement, les investissements portaient sur des travaux conséquents qu'il y avait sur ce local et le but est que les investissements, comme ça a été présenté, soient pérennes et que donc l'association ne puisse pas ne plus avoir ce local au bout de 10 ans et devoir de nouveau réinvestir. Donc, le fait que l'association fasse l'acquisition du bâtiment, ça sécurise bien évidemment le projet sur la durée. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée ou n'hésitez pas à écrire directement sur le chat. Merci beaucoup dans tous les cas pour votre disponibilité et votre témoignage, Madame Jean-Louis. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Oui. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous fournir les coordonnées aussi pour vos contacts locaux. Vous remercier pour votre participation à ce webinaire en espérant qu'il vous ait répondu à vos différentes questions, qu'il vous ait permis de connaître un peu mieux aussi France Active et surtout la finance solidaire
Donc, pour rappel, hein, c'est la collecte de l'épargne de personnes en fait, hein, qui souhaitent avoir un engagement responsable au niveau de leur épargne, qui donc nous confie cette épargne et nous avons la responsabilité de l'utiliser pour des projets engagés, qui visent à transformer la société et donc répondre aux critères qui sont mis en avant au niveau de ces épargnants. Donc, comme ça a été signalé, plusieurs associations territoriales, donc des interlocuteurs dédiés pour chaque territoire. Je rappelle aussi qu'on est dans le cadre du mois de l'ESS et c'est la semaine de la finance solidaire. Les différentes associations organisent d'autres événements durant le mois de l'ESS, donc je vais vous inviter à vous connecter si jamais vous voulez aussi de plus en plus d'informations ou de participer à d'autres ateliers, vous connectez sur le portail, donc je vous ai mis le lien lemoisess.org, de façon à pouvoir, encore une fois, connaître de nouvelles associations, échanger, partager, c'est vraiment la finalité aussi de ce mois, mettre en avant les différents projets qui existent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ah, je vois qu'il y a quelques questions. Hop, merci à la crèche, très intéressant. Très bien, je vais vous envoyer. Donc, merci vraiment pour votre participation. On a réussi en plus à tenir le timing. On a différents fuseaux horaires, donc merci pour les participants de la réunion de Mayotte qui clôturent leur journée avec nous. Du coup, dans la foulée, vous aurez le mail avec le support de la présentation. On vous enverra aussi le lien vers le webinaire, comme ça au moins qui est enregistré, de façon à ce que vous puissiez le diffuser à un moment ou revoir pour certains la fin si vous avez dû nous quitter en cours de route ou arriver uniquement en cours de route. Ainsi, vous aurez la totalité du webinaire et très certainement aussi un petit formulaire de satisfaction. Merci à vous, merci pour votre participation. Excellent mois de l'ESS à tous et en espérant que ce webinaire vous ait permis de créer un maximum de liens. Bonne journée à tous. Merci à tous et merci Magali pour l'organisation.